Bonsoir à tous et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 58, le récapitulatif hebdomadaire de votre actualité pop culturelle avec Thomas, bonjour, et Adrien, salut Adrien. Bonjour, salut Thomas, ça va? Ouais, tranquille. C'est Tranquille, pas trop chaud? l'avant-dernière de la saison, puisque la semaine prochaine sera la dernière de cette saison, puisqu'on va prendre des vacances qui me semblent méritées pour tout le monde Oui, au mois d'août. Donc on fera la première du mois d'août, et puis après on partira tranquillou dans le soleil couchant, avec tous les deux, un deux épi cow-boys. de blé au coin de la bouche. On a Et arrêté de fumer, voilà, voilà, maintenant c'est un épi de blé. exactement. Et puis voilà, et on reviendra frais et pimpant pour le début du mois de septembre, grosso modo. Exactement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir en live lundi prochain, puisque on discutera un petit peu de tout ça aussi, Mhm. avant de se dire à bientôt. Voilà. Arrête, j'aime Qu'est-ce pas que les c'est? adieux. Oui, non, c'est pas les adieux, justement. C'est un C'est au même pas le revoir, rebond. c'est un au revoir. C'est bon. Pop News, qu'est-ce que c'est? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle, je vous le disais. On fait ça comme d'habitude avec les news, les brèves de la semaine, puis le point box-office d'Adrien. Et il y a beaucoup de grosses sorties en ce moment, donc ton point Mhm. box-office va être Il est assez chargé. important, assez chargé. Un gros sujet de la semaine qui va découler de ce qui s'est passé ce week-end, c'était la Comic-Con à San Diego, et Marvel est enfin revenu aux affaires avec dans le Hall H et a présenté pas mal de choses très intéressantes et qui posent question, et justement ça va être notre gros débat. Qu'est-ce qu'est en train de faire Marvel Studios? On va faire un débrief évidemment de la Comic-Con en milieu d'émission. Ensuite, ce sera le radar des sorties, avec les sorties à venir de la semaine, et puis quelques recos en fin d'épisode, avec notamment l'avis d'Adrien sur Deadpool and Wolverine. On a évidemment Yes. très hâte de l'entendre. Voilà pour le programme. Passons tout de suite, si tu le veux bien, aux Mhm. news, puisque c'est toi qui Allons-y. commence, mon cher. Eh oui, donc comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de news, mais là, il y a deux grosses news. Et moi, je commence par la première qui s'intéresse en fait à la grève des travailleurs du jeu vidéo. On se souvient qu'il y a eu une grève il y a quelques temps, quelques mois, des acteurs et des scénaristes à Hollywood avec la SAG-AFTRA. On vous en a parlé en long, en large et en travers. N'hésitez pas à réécouter nos Oui. épisodes si ça vous intéresse. Et là, c'est du côté du jeu vidéo que ça se passe parce qu'ils veulent se protéger contre l'intelligence artificielle. C'était Mhm. aussi le cas à Hollywood, hein, mais là, c'est aussi le cas dans le jeu vidéo. Je vais rappeler un petit peu le contexte et la raison de la grève. En gros, les membres de la SAG-AFTRA qui travaillent dans l'industrie des jeux vidéo ont entamé une grève à partir de vendredi dernier. Donc là, on enregistre le lundi 29 juillet. Donc c'était le 26 juillet 2024. En fait, après plus d'un an et demi de négociations infructueuses, tous ceux qui travaillent dans l'industrie, et cela inclut en fait des entreprises comme Electronic Arts, Disney et Tech2, réclament une meilleure rémunération et un Mhm. consentement éclairé pour l'utilisation de leur image par intelligence artificielle. Donc en gros, cette grève, elle vient pas de nulle part. Ça fait très longtemps en fait qu'ils essayent justement d'obtenir des choses un peu importantes sur notamment l'intelligence artificielle, d'avoir des droits et ils font beaucoup de réclamations. Et cela en fait inclut donc comme je l'ai dit des travailleurs du jeu vidéo, mais plus précisément des gens impliqués dans le doublage, la capture des mouvements parce que c'est quelque chose évidemment qui est de plus en plus utilisé dans les jeux vidéo, la motion capture ou les deux. Voilà, c'est vraiment le cœur, le nerf de la guerre. Mhm. Ces négociations, en fait, ont débuté en octobre 2022 et les membres ont voté pour la grève après que les employeurs, donc ça peut être les studios de jeux vidéo, n'aient pas accepté de protéger tous les interprètes, donc comme je l'ai dit, que ce soit des doubleurs ou que ce soit des comédiens avec de Mhm. la motion capture, contre l'usage de l'intelligence artificielle. De son côté, en fait, le négociateur en chef, qui s'appelle Duncan Crabtree Ireland, Mhm. souligne en fait l'importance des créateurs dans l'industrie qui génèrent des milliards de dollars de profits chaque année. C'est quand même l'une, si ce n'est la plus grosse industrie culturelle au monde. Et il précise que cette grève pourrait entraîner des retards dans la production de jeux très attendus. Et il y en Mhm. a un qui est très attendu, et on en parle aussi depuis quelques temps, c'est GTA 6 de Tech2. Il est prévu pour l'année prochaine, Mhm. mais il y a des chances qu'il soit un petit peu repoussé à cause de cette grève qui a lieu actuellement du côté des travailleurs du jeu vidéo. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos là-dessus, rien n'a été acté, mais Non. on sait que c'est un grand risque. Les jeux non concernés par la grève, en fait, sont ceux qui ont débuté leur production avant août 2023, même si techniquement, en fait, la production
pourraient être indirectement affectés par cette grève en solidarité des membres voilà, Bien sûr. qui font grève. Je continue, c'est une news un peu grosse, mais qui est importante, je trouve, parce qu'on voit qu'à Hollywood, ils ont envie justement de soit de faire grève, soit de se syndiquer. Bien Du côté sûr. de Blizzard, là c'est une news que je sors un petit peu rapidement comme ça, mais Blizzard Mm. s'est syndiqué. Il y a eu un syndicat à Blizzard, c'est inédit. Et donc en fait, évidemment, il y a une réponse des entreprises du jeu vidéo là-dessus, et celles qui négociaient avec la SAG-AFTRA ont exprimé une déception face à la grève en affirmant être proche d'un accord. Ils sont déçus en fait que Mm. l'accord ne se soit pas conclu. Audrey Cooling, qui est la porte-parole des entreprises concernées, a indiqué que des accords avaient été trouvés sur 24 des 25 propositions qui incluent des augmentations de salaire et des protections significatives contre l'intelligence artificielle. Mais le point de désaccord principal, en fait, reste la compensation pour les performances générées par l'IA. Bien sûr. Donc voilà, pour l'instant, on atteint justement ça se regarde en chien de faïence, et un peu ce qui s'était passé à l'époque à Mm. Hollywood avec les scénaristes et les acteurs. On imagine que cette grève va pas durer, j'imagine, 10 000 ans, mais ça Non. peut durer quelques temps, et on a hâte de suivre ça et de voir ce que ça peut changer justement au niveau des conditions de travail à Hollywood. Et on voit Mm. bien, et je vais terminer là-dessus, que l'intelligence artificielle a vraiment tout chamboulé Ah bah bien sûr. et a vraiment tout retourné sur son passage depuis que ça s'est démocratisé, quoi. Clairement. Ouais, on attendra de voir évidemment bah, ce qui se signe et ce qu'ils obtiennent aussi, parce que bon, en général, avec ces grèves-là, ils réussissent à obtenir des choses qui sont pas trop mal. Bien sûr. Évidemment, soutien à tous ces gens qui font grève et qui se mettent vraiment dans la merde pour le coup aux États-Unis, hein, parce que c'est le droit de grève aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France pour le coup. Pas du tout, non. Pas du tout, ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc on vous en reparlera sans doute bah, dès qu'on aura des développements. On vous en parlait aussi il y a quelques temps, c'est Disney Plus hein, qui a mis en place ces offres pubées pour les gens qui étaient déjà abonnés à Disney Plus. Vous avez eu le bonheur notamment de découvrir des publicités à l'intérieur de vos enfin avant et à l'intérieur de vos programmes Ouais. depuis assez récemment. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on a appris très récemment que Disney Plus avait mis à jour les conditions d'utilisation de son application et ce qui tente à montrer que on va avoir un terreau fertile à avoir des dégradations assez sérieuses en fait, comme le dit les numériques, de la plateforme de streaming, notamment sur la possibilité d'afficher des publicités, même sur les offres premium, et sur la possibilité de partager son compte. Donc ça, on se doutait bien que ça allait arriver parce que bon, Netflix a été le pionnier à le faire, et même si c'était son grand argument marketing il y a quelques temps, Mhm. désormais ils ont totalement fermé le robinet. Et donc du coup, Disney Plus s'apprête à faire la même chose, c'est-à-dire que dès qu'il y aura une connexion qui aura lieu en dehors du foyer, ça sera compris par l'application, et donc ce sera bloqué. Et pour tout ce qui est publicité, il y aura aussi, et c'est écrit dans les nouvelles conditions d'utilisation, la possibilité pour Disney Plus de mettre un terme à l'abonnement de l'abonné si cet abonné utilise un ad blocker. C'était ma grande question la semaine dernière Oui. en off au chat, pour savoir si sur navigateur Disney Plus affichait ou pas des publicités si votre navigateur était ad bloqué. La réponse c'était non, ils en affichaient pas. En revanche, ils se réservent le droit désormais de mettre un terme après vous avoir tenu au courant que votre abonnement allait être résilié puisque vous n'affichiez pas les publicités. Donc ça commence à faire beaucoup. Et C'est ouf, hein. la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même, attention, les offres premium aussi pourraient être concernées par l'affichage de publicité ou de mise en avant de bande-annonce chez Disney+. Donc évidemment, on s'imagine que les offres premium auront probablement des publicités qui seront moindres par rapport aux autres pubs, mais bon, Mais bon, rien ne l'annonce. Donc c'est vrai que, alors pour l'instant, c'est une possibilité qui est ouverte et que vous signez hein, quand vous dites j'accepte les conditions d'utilisation de Disney+ quand vous arrivez sur l'application. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore mis en place, mais tout est prêt désormais pour Disney+ à déployer ce genre de fonctionnalités qui sont, on va le dire, hein, pas très pro-utilisateurs. pas du tout.
Pas du tout, mais tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec The Bear, où d'un coup, voilà, tu as une pub avant de Sophie Marceau pendant 30 Mm, secondes qui te fait la pub Uber Eats. Tu mates 10 minutes d'épisode, on te remet 5 secondes, littéralement 5 mm, secondes en disant The Bear présenté par Uber Eats. Tu fais, mm. oui, alors je sais, je suis en train de regarder l'épisode, donc je sais bien ce que je regarde, quoi. Et ça te le fait toutes les 10 minutes, et là tu fais, oh, bon, stop, là, non, c'est beaucoup trop, C'est quoi. ça. Disney, là, ils ont vraiment poussé le curseur beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Ça Euh, commence à faire beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Prime l'avait fait évidemment en mettant de la Mm, pub, mais déjà tu pouvais payer 2 €, ce que je mm. trouve aberrant, mais bon, admettons, pour ne plus avoir de pub. Mais Prime, même avec de la pub, je trouve que c'est honnête, ça passe encore, c'est Ouais, moins violent, voilà, c'est mieux fait. Là, moi, j'ai trouvé ça aberrant, quoi. Et ouais. si en plus il touche au compte premium, arrêtons, quoi. Enfin, Mais c'est-à-dire qu'en fait, d'une manière générale, quand tu t'abonnes à un abonnement premium, c'est spécifiquement pour pas les avoir, ces fameuses pubs. Oui, voilà. Si t'en as quand même, bon bah c'est quoi l'intérêt de s'abonner et de payer plus cher quoi. Et les numériques rappellent que il sera possible, comme Netflix le propose, d'ajouter un membre qui est en dehors de ton foyer, moyennant finance, mais pour l'instant on n'a pas encore le tarif. Chez Netflix, pour rappel, c'est 6 € par mois supplémentaire par abonné hors de ton foyer. Mhm. Donc voilà, sachez-le en tout cas. Vous savez qu'on aime bien vous annoncer ce genre de truc-là parce qu'on sait que vous êtes des consommateurs de streaming et notamment légal. Donc n'hésitez pas à faire attention à ce genre de choses. Et puis ils le Voilà. font, tu vois, en plein été, ce que je trouve un peu aussi facile, parce Oui, que les gens, voilà, forcément, oui. Et puis sur des choses en plus que les gens ne lisent pas, on va pas se mentir. Hein. Qui a clairement déjà pas. lu les conditions Là, d'utilisation d'un service? et là, on le voit bien dans le chat que vous êtes surpris, vous le découvrez la news aussi, Bien quoi. sûr, On est très content parce que c'est le but, hein, pour nous, hein, de vous faire bien découvrir sûr. ce genre de news, quoi. Mais c'est vrai que là, ça a pas fait grand bruit et il serait peut-être temps que ça gueule. J'ai l'impression que ça gueule pas assez, moi, sur la pub Non, non, des clairement pas, plateformes. clairement pas. Mm. Il faut qu'on fasse grève. Il faut qu'on fasse grève, là. Tous en grève des plateformes. Non, on va boycotter les plateformes, moi, je vous le dis. Ouais, mais Non, mais bon, par contre, on verra. tu dis que dans le chat, et tant mieux, et moi, le premier, toi aussi, on consomme légalement. Mm. Ça va faire exploser aussi le piratage, évidemment. Donc, C'est ça. d'un côté, je sais pas ce que ça va donner, quoi, mais Mais faut pas ça s'étonner faisait si partie derrière ça d'une pirate, quoi. ça faisait partie d'une grande discussion qu'on avait eue il y a quelques mois hein, sur toute cette profusion de plateformes et sur le fait que ces plateformes-là étaient de moins en moins pro-utilisateurs et ça se Bien sûr. confirme encore une fois avec Disney+. Alors bon, le fait est qu'en plus Disney+ sort d'une diffusion série exclusive qui est plutôt très décriée par internet, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur move là tout de Tu suite. parles de The Acolyte de Ouais, je Star Wars? parle de The Ouais, Acolyte que les gens ouais. détestent, enfin que les gens ont pas On peut aimé. aimer, ouais. Ouais. Donc c'est Oui, c'est vrai que d'un côté, tu vois, Amazon l'a fait au moment où il y avait Fallout qui était un succès, ouais, The ouais. Boys, pareil, c'est un succès. Ils ont des séries qui cartonnent, ils ont en France, comment ça s'appelle, Hmm, LOL qui ressort. hmm. Amazon, tu vois, à la limite, ça passe. Mais c'est très bien résumé, t'as raison. Et en fait, c'est vrai que Disney, là, ils sont pas forcément dans Bah le là, ouais, c'est pas très malin. meilleur moment, quoi. Mais ouais. C'est pas très malin. Bref, je vais passer au bref justement Yes. et discuter un petit peu du film BioShock qui est prévu de longue date chez Netflix. On a appris durant la San Diego Comic Con, vous allez voir qu'il y a pas mal évidemment de news Comic Con dans cette émission, que le budget avait été significativement réduit pour cette adaptation et que l'objectif c'est de faire quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus petit. Donc bon, visiblement, on a peut-être un petit peu moins confiance dans la portée de la licence pour Mm. Netflix, et donc on réduit un petit peu la voilure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir ce que ça Peut-être donnera. plus de créativité s'ils ont moins d'argent. Donc, pourquoi pas? Potentiellement. Sur Je suis une légende 2, c'est confirmé également à la San Diego Comic Con que la suite sera bien évidemment une suite de la fin alternative qui était disponible sur les DVD à l'époque où évidemment Will Smith survivait et du coup pas la version théâtrale enfin la théâtrale Ciné, ciné. la Ouais. theatrical version comme on dit Mm. en anglais, donc la version ciné qui mettait en scène Oh, you're so désolé bilingue. voilà, désolé Wow. pour le Le spoil. franglais? Non. Ah oui, non. Non, non, moi, le Oh, franglais, il tu est sais, oui, c'est vrai. Ah, je m'excuse plus de tout ça. le film est sorti il y Mais, a combien de temps maintenant? Sorti en 2007. Hein. ça date. Hein. Ouais, Ouais, 2007. donc tout ça pour dire que, évidemment, ça set up le retour de Will Smith dans la suite de Je suis une légende. Au sujet de Kevin Feige, vous allez voir qu'on parle énormément de lui dans cet épisode, évidemment dans le gros sujet. Kevin Feige qui s'est exprimé au sujet d'un potentiel recast de Wolverine
dans le futur du MCU. Et donc c'est dans une interview exclusive de Discussing Film qu'il a expliqué qu'en fait pour lui c'était inévitable que Hugh Jackman finisse par être remplacé en Wolverine, mais par contre que ça allait prendre beaucoup de temps et donc lui il parle de décennies d'attente entre un potentiel nouveau Wolverine et Hugh Jackman. Bon, ils en blaguent d'ailleurs dans Deadpool 3. Exactement. Donc on en a parlé la semaine dernière. Kevin Feige, c'est toujours compliqué de le prendre au pied de la lettre parce que bon, c'est quand même le maître pour dire des choses sans les dire et pour dire des choses sans les penser. Donc est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Sachez en tout cas qu'il a l'air de dire que Hugh Jackman sera pas remplacé tout de suite dans le MCU, ce qui pourrait potentiellement rassurer des gens. Voilà pour Kevin Feige, dont on reparlera dans le gros sujet. Rebecca Ferguson est confirmée dans le film Peaky Blinders, dont on parle beaucoup dans cette émission, et qui débutera son tournage en septembre prochain avec Cillian Murphy, qui avait déjà confirmé son retour. On reparle également de Rebecca Ferguson, puisqu'elle sera aussi à l'affiche de la saison 2 de Silo, qui débutera, et c'est l'information de cette brève, le 15 novembre sur Apple TV+. C'est plutôt assez attendu, parce que toi, tu nous en avais fait la recommandation il y a quelque temps déjà. Carrément. Ensuite, le nouveau film de Steven Spielberg a désormais un titre, il s'appelle The Dish, en anglais. Alors, The Dish, c'est ce qu'on appellerait potentiellement une soucoupe volante en anglais, tout simplement. Donc c'est un film d'OVNI qui, pour rappel, sera diffusé en mai 2026, et on sait aussi qu'il collaborera avec Emily Blunt pour la première fois de sa carrière dans ce film scénarisé par David Koepp. Voilà pour... Qui sortira face à Avengers 5 et Mandalorian. Exactement, et ouais, donc alors un potentiel décalage de date à prévoir, peut-être, ou pas, on verra. Et également face à Emily Blunt, Josh O'Connor de The Crown et de Challengers. Voilà pour Steven Spielberg. Glenn Powell, qui s'est exprimé évidemment sur un tapis rouge récemment à l'approche de la sortie de Twisters, qui donnait des nouvelles de Top Gun 3. Il disait que, notamment, il a une date en tête. Alors bon, il reste encore très discret à ce sujet, mais il est sûr et certain que ça va sortir de terre, ce projet, donc c'est plutôt assez rassurant. Alors maintenant, la question, c'est avec ou sans Tom Cruise. Voilà. À ton avis? Une grande question. Ouais, on se doute bien. On se demande bien. Pour The Boys, nouvelle information qui nous est tirée de la Comic-Con, c'est que The Boys aura un nouveau spin-off qui vient d'être annoncé, qui s'appelle Vault Rising, et qui mettra en scène le retour de Jensen Ackles et Aya Cash, qui seront du coup dans un préquel de tout ça, dans les années 50, où on nous parle d'un mystère, etc., etc. Donc voilà. Attendez, il faut que je supprime un message de spam. Je suis très content parce que j'aime bien les deux personnages, et les deux acteurs sont très bons aussi. Et ils manquaient dans cette dernière saison, dans la saison 4. Donc je suis très content de retrouver Soldier Boy et Stormfront. Ça peut être très cool. Grave, ça va nous permettre de voir, de développer encore une fois cet univers-là. Alors il y a quand même pas mal de spin-offs qui sont déjà diffusés chez Prime. Il y a Diabolical, il y a Gen V, et il y en a d'autres qui sont prévus. Il y a The Boys Mexico, et je sais plus s'il y en a un autre encore, mais non, c'est ceux-là. Ouais. C'est que ceux-là. Et Vault Rising, du coup, qui vient de s'ajouter à cette liste déjà plutôt longue. On sent que Prime Video aime beaucoup l'univers de The Boys. Même si Diabolical est un faux spin-off, parce que c'est une série animée, mais on sait pas s'il y aura une suite, mais voilà, ça reste un développement d'univers. Voilà pour les brèves de cette semaine et pour les news. C'est l'heure désormais du point box-office, Adrien. Yes, et je commence par Deadpool et Wolverine, évidemment le gros film de cette semaine qui a fait un gros démarrage, notamment aux États-Unis avec un week-end d'ouverture à 205 millions de dollars. Donc c'est excellentissime. Dans le monde, il est déjà à 438,3 millions de dollars. Donc c'est un truc de ouf pour le film de Ryan Reynolds. Les recettes totales envisagées, c'est évidemment peut-être de dépasser le milliard.
pour Deadpool 3. Pour l'instant, voilà, faut attendre un petit peu, peut-être la semaine prochaine, pour voir où se trouve le film et s'il redescend dans le box-office, mais Mm. ça démarre en tout cas extrêmement bien. En France, il a déjà fait pour son premier jour 265 475 entrées, donc c'est aussi un excellent démarrage pour le troisième épisode, et c'est le 12e meilleur démarrage de tous les temps, et il se classe comme le 6e plus grand week-end d'ouverture pour un film de super-héros au global. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. C'est C'est le propre. film aussi, c'est le meilleur démarrage pour un film interdit aux moins de 17 ans, enfin R-rated aux États-Unis, interdit aux Mhm. moins de 18 ans, quoi, en gros. Donc c'est là aussi, il a ce numéro 1 pour. C'est sa médaille d'or à lui, à CGO, Mhm. quoi. Donc c'est assez ouf, mais on s'en doutait. Bien évidemment que ça allait être un petit succès. Je poursuis avec Vice Versa 2, qui lui aussi est un énorme succès avec des recettes totales mondiales qui se portent à 1,51 milliard de dollars. C'est vraiment dingue. Aux États-Unis, il est déjà à 613,4 millions de dollars. En France, il a déjà fait plus de 7 millions d'entrées après son 6e week-end d'exploitation et il vise les 8 millions d'entrées. Vice Versa 2, c'est déjà devenu le 3e plus gros score au cinéma depuis le Covid et il devrait finir sa carrière au cinéma autour des 1,65 milliards de dollars. Donc, Waouh. c'est pas encore fini pour le film de Pixar, qui est évidemment le plus gros succès de Pixar de tous les temps, juste devant Les Indestructibles 2. On reste en France avec le Comte de Monte-Cristo, qui a déjà accumulé plus de 5 millions d'entrées après sa 5e semaine et il vise les 7 à 8 millions d'entrées à la fin de son exploitation au cinéma. C'est vraiment une très, très, très solide performance au box-office français et il continue d'attirer un large public, voilà, semaine après semaine. Donc, ça a été une excellente idée de caster Pierre Ninet pour le film et un très Mhm. bon bouche à oreille. Je sais qu'autour de moi, ça en parle beaucoup et tout le monde trouve que le film est solide. Il y en a qui trouvent que c'est pas loin du chef-d'œuvre, d'autres que c'est très Oui. très ok, comme nous, je pense. Mm. Mais voilà, en tout cas, c'est un très très bon film. Moi, Moche et Méchant 4, on revient à l'animation avec des recettes aux États-Unis qui arrivent à 290,9 millions de dollars. À l'international, c'est 386,7 millions et au total, on est déjà à 677,7 millions de dollars pour le 4e opus des aventures de Gru et de ses filles et des mignons, bien entendu. En France, on a 2 millions d'entrées au lendemain de sa 2e semaine d'exploitation. Donc, en fait, il continue son succès. C'est la franchise marche toujours aussi bien après 4 épisodes et que ce soit aux États-Unis, en France ou à l'international, c'est assez ouf. Petit aparté avec la diffusion pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, si vous l'avez raté, d'une séquence où les mignons se trouvent sous la scène Oui. et ils essaient de voler la Joconde. Séquence très bien mise en scène, évidemment, très Mm. rigolote et qui, évidemment, rappelle que Illumination, à la base, enfin, la franchise des Mignons, c'est français. Donc, Exact. ça fait toujours plaisir. Mais allez Pas la mal, voir, je non? pense qu'elle est en replay. Pas mal, non, c'est français. Ça doit être en replay sur le site de France Télé ou en tout cas Mm. sur YouTube, ça doit se trouver. Ça dure 1 minute, 2 minutes, grand max. Je continue avec un petit truc en plus qui, en France, en France évidemment, parce qu'on va parler que de la France pour un petit truc en plus. Très précisément, 9 453 746 entrées au bout de 12 semaines. C'est ultra impressionnant parce qu'en fait il y a une longévité en fait de ce film qui est assez incroyable. En fait, il ne perd quasiment jamais de spectateurs semaine après semaine et il a déjà en fait des comparaisons très très flatteuses puisqu'il est autour des résultats du dîner de cons et de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et il devrait atteindre les 10 millions d'entrées d'ici la mi-août, donc dans 2 semaines à peu près. Le film d'Artus va trouver 10 millions de spectateurs. Mm. Et je termine avec Twisters. Je vous l'avais dit, hein, c'est un gros point box-office. Il y a beaucoup de chiffres. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Twisters, qui aux États-Unis a fait 154,9 millions de dollars de recettes, à l'international 66,3 millions de dollars de recettes, qui porte le total à 221,2 millions de dollars. C'est vraiment une performance très respectable au box-office, avec quand même une majorité de les recettes qui proviennent du sol américain. Oui, On sait que c'est le public visé, mais bien c'est sûr. un petit succès quand même à l'international qui devrait continuer de se poursuivre jusqu'à la fin de l'été tranquillement, mais on voit bien que c'est pas aussi fou que d'autres gros mastodontes comme Deadpool 3 par exemple, dont je parlais Oui. juste avant, quoi. Voilà. Je suis allé voir, le budget c'est 155 millions de dollars, donc Pour on n'est pas Twistars, encore ouais. tout à fait rentabilisé. Non, c'est pas encore dans les clous, ça ne saurait tarder, Oui, mais ça va c'est pas pas mal. tarder, ouais. Ouais. C'est bien. Très Voilà pour bien, le point merci beaucoup box-office. pour ce point box-office très complet. Mais de rien, avec grand plaisir. C'est l'heure du gros sujet de la semaine. Évidemment, la semaine dernière, enfin ce week-end, avait lieu
La Comic-Con de San Diego, c'est un petit peu la grand-messe de la pop culture et notamment du marché de l'entertainment de super-héros. Et évidemment, ça faisait plusieurs années que Marvel Studios avait boudé le rendez-vous. Et les voilà de retour avec ce qu'on appelle un panel dans le fameux Hall H, qui est le plus gros de cette Comic-Con, avec Kevin Feige et plein de guests, hein, on va dire. Oui. Et effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Alors on s'est dit qu'on allait classer ça par ordre d'importance, du plus important, du plus intéressant au moins intéressant. Ah On oui, va clairement, oui. commencer évidemment par Robert Downey Jr., qui a été révélé comme étant de retour dans le MCU, mais pas dans le rôle d'Iron Man, Adrien. Et non, il est de retour dans le rôle de Docteur Doom ou Docteur Fatalis en français. Chose qu'on n'attendait pas forcément. Il y avait des Non. rumeurs quand même qui traînaient un tout petit peu, mais personne les avait vraiment prises au sérieux, quoi. Et donc, sur la scène du Hall H, il y a les frères Russo, dont on va parler juste après, qui arrivent et qui disent « Il nous fallait absolument, pour le prochain film Avengers, le meilleur acteur du monde. » Et là, parmi plein de comédiens déguisés en Docteur Doom, il y en a un qui sort du lot avec un costume plus vert que les autres, qui s'avance sur la scène, qui porte un masque, qui retire son masque, laisse apparaître Robert Downey Jr. et qui dit, je sais plus ce qu'il dit, il dit un truc, voilà. Il dit même masque. Ouais, voilà, même task. Non, ouais, nouvelle tâche, ouais, c'est ça. masque différent, Ouais. mais même tâche. Ouais, c'est ça. Donc Grosso voilà. modo, porter le MCU sur ses épaules. Clairement, sauver le MCU. Et donc, tout le monde était pris de court, tout le monde était un peu surpris. Au moment de, bon, il revient, ok, on se doute bien que Marvel est... Ça a gueulé, hein. Mais dans la salle, les gens étaient contents parce que les Américains sont toujours très contents quand on leur sert la soupe. Oui. Mais là, ça a gueulé sur Internet. Mais en même temps, il y a des avis partagés. Hein. On va en parler évidemment de ce qu'on pense de ça. Pourquoi il revient déjà? Parce que évidemment Marvel est dans la merde, on le sait depuis longtemps, c'est un truc dont on parle tout le temps. Deadpool 3, sans spoiler, le dit allègrement dans son film que depuis Endgame c'est à chier. Voilà. C'est un peu facile, mais bon voilà, ils le savent, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Tirer sur l'ambulance. Il tire sur l'ambulance. Mais c'est rigolo de voir quelqu'un tirer sur l'ambulance quand c'est à l'intérieur du truc, même si c'est peut-être un peu facile. Et donc, évidemment, Marvel a aussi une autre difficulté, il faut le rappeler, et c'est pas de leur faute, enfin, plus ou moins pas de leur faute, c'est qu'ils avaient casté Jonathan Majors dans le rôle de Kang, qu'ils avaient introduit Kang dans Loki, qu'ils avaient introduit Kang dans Ant-Man Quantumania, donc Ant-Man 3. Kang était prévu pour être l'antagoniste principal. C'était d'ailleurs Kang Dynasty, le nom du prochain Avengers. Et maintenant, le nom du prochain Avengers a changé. Et je pense que de toute façon, ils ont tout jeté à la poubelle quasiment. Et ça s'appelle Doomsday. Doomsday parce que Doctor Doom. Donc, je pense qu'ils ont vraiment été pris de court, comme le public, et ils ont dû prendre Downey Jr. pour rassurer les actionnaires, pour rassurer les fans, et justement exciter les gens autour de tout ça, quoi. Je pense que c'est juste pour ça qu'ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont Je me suis renseigné un petit peu après sur tout ce qui est... Je suis pas assez calé en Fantastic Four, en Doom et tout ça, mais j'ai vu qu'il y avait des variants, notamment un de Iron Man qui devient Doom, ou l'inverse, un Doom qui devient Iron Man, je sais plus. Donc ils peuvent jouer là-dessus sur le multivers, même si apparemment ils disent que non, ça va pas être ça. Les gars, non, mais de toute manière, c'est assez facile pour eux désormais d'utiliser le multivers pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Voilà. Donc quelque part, heureusement que ça a été mis en place. Et donc peu importe si il a le même visage que Robert Downey Jr., s'il vient d'ailleurs, ce sera pas grave. C'est ça. Sachant que en plus, Dr Fatalis est souvent derrière son masque, donc si ça se trouve, ils le révéleront jamais. Hein. Oui, mais je vois pas l'intérêt d'avoir fait cet énorme coup marketing, qui est un super coup marketing, on va pas se mentir. Là-dessus, il n'y a pas à nier que c'est très très réussi. D'avoir Downey Junior de retour, pour ne pas l'utiliser, tu vois. Si tu sais que c'est Downey Junior derrière, t'aurais pu mettre n'importe qui, en fait. Enfin, t'aurais pu mettre des grands acteurs, tu vois, qui voilà. Et on pose la question dans le chat, donc ils vont pas recast Kang. Non, ils vont pas recast Kang, en fait, c'est mort. En tout cas, c'est pas prévu, quoi. Ouais, parce que on vous rappelle quand même que tout ça, c'est des bruits de couloir depuis très très longtemps. On vous en parle depuis des mois, hein, que
euh, Kang va être mis de côté dans Avengers 5 et sera remplacé par autre chose, et ça ça faisait des semaines qu'on l'avait dit, que c'était encore à l'état de rumeur, et comme quoi les leakers enfin les insiders sont plutôt bien informés, comme souvent dans ce genre de dans cette industrie, et voilà, c'est simplement la confirmation. Et effectivement, et là par contre la vraie surprise, c'est que non seulement c'est Doom, et ça on s'en doutait, mais c'est surtout Robert Downey Jr. Et alors voilà, en fait c'est à peu près la même chose qu'on disait la semaine dernière, parce que notre gros sujet était déjà sur est-ce que c'est une bonne idée de rappeler les frères Russo pour s'occuper d'Avengers 5 et 6. Bah là, on revient un petit peu sur la même tonalité, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire revenir Robert Downey Jr. Je pense que tu vas avoir du mal à faire un visage aussi parlant pour les fans du MCU que Robert Downey Jr. Donc c'est vrai que le réutiliser, c'est malin de leur Et à part, et contre-emploi, bien sûr. voilà, exactement. Et c'est malin de leur part parce qu'on l'a vu. Le coup marketing, comme tu l'as dit, marche évidemment à pleine balle dans le haut lâche, mais a marché aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, la question, et c'était ma question la semaine dernière, quel message tu envoies de créativité en te disant, en fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Après, le pot est cool. C'est vrai. Robert Downey Jr. C'est un plutôt joli est un pot très d'ailleurs. beau pot. C'est un très beau pot, on va le dire. Non, je pense que lui, il va se marrer, il va prendre du plaisir à jouer Mhm. cet antagoniste. Et c'est cool parce qu'on va le voir dans la peau d'un méchant. Donc ça, c'est sympa. Pour ça, c'est cool. Je trouve que c'est dommage, par contre, pour lui. Je vais revenir après sur la question qui est est-ce Mhm. qu'on manque de créativité, mais je trouve que c'est dommage quand même pour lui d'avoir cédé aussi facilement peut-être aux sirènes du fric parce que ils ont dû voilà lui filer un cargaison entière de billets verts. Ça doit être assez fou. Et Mhm. aussi de retomber dans la facilité un petit peu de tourner dans un film Marvel alors qu'il avait prouvé un petit avec Oppenheimer Mhm. qu'il était autre chose, même s'il l'a prouvé à bien d'autres Mhm. reprises avant de jouer Iron Man, hein, qu'il était un grand acteur. Mais les gens étaient un peu restés que sur Iron Man, et maintenant voilà, il revient à ça juste après avoir fait cette petite escapade chez Nolan. J'aurais préféré qu'il continue Ouais. à jouer dans ce genre de film. Il a Ça, c'est- précisé, enfin, Mhm. il l'a pas précisé là, mais il l'avait précisé il y a quelques années, que jouer dans des films indépendants, c'est une tâche assez ardue parce qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps à jouer là-dedans. Et en fait, le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Peut-être que personne va le regarder Mhm. et ça te bouffe un peu de santé mentale. Alors qu'il Mhm. sait, et c'est ce qu'il dit dans une interview, faudra que je retrouve l'origine de cette interview. Il dit dans cette interview que par contre, jouer un personnage que tout le monde adore, jouer dans une machine extrêmement Bien bien sûr. huilée comme celle de Marvel, etc., c'est cool. À l'époque, c'était en 2015, ça a changé quand même. On est en Mhm. 2024, Marvel n'est Mhm. plus le Marvel de 2015. Non. Donc voilà. Bon, je reviens juste à la question de la créativité, après je te laisse la parole. Est-ce que c'est un aveu justement de manque de créativité? Oui, clairement, parce que ils auraient très bien pu justement recast Kang. Personne n'aurait rien dit. Genre vraiment, Non, je tout le pense monde pas. s'en Mhm. serait foutu. Jonathan Majors n'est pas une star. Mhm. T'aurais vraiment pu prendre n'importe qui d'autre et ça aurait été très ok. Mhm. Jonathan Majors, c'était normalement le rôle qui aurait dû le rendre voilà connu. Il commençait à peine à être connu, Jonathan Majors, donc c'est pas bien grave si tu le recastes avec un autre Ouais. acteur. Et les gens ont fait sur un variant, sur un variant. Bah allez, ciao, voilà, il y a pas de souci. Exactement. Là, tu te dis, bah c'est du damage control. Mhm. Ils veulent absolument, je pense, moi vraiment, hein, faire plaisir aux actionnaires parce que Disney se porte pas spécialement bien justement au niveau des Mhm. contenus Marvel, au niveau des contenus Star Wars et tout. Là, ils savent que bah, c'est ching ching, on fait marcher la machine à Casino Afrique et donc c'est parti quoi. Mhm. Je pense que c'est ça, moi. Vraiment, il n'y Ah, a pas de complètement. créativité. Voilà. C'est clair. C'est clair et net. Là pour le coup, je disais la semaine dernière, Anthony et Joe Russo sont les deux seuls réalisateurs qui sont à même de rassurer et les fans et les actionnaires. Bon, alors, tu rajoutes Robert Downey Jr. dans l'équation. Bon, les actionnaires, ils doivent être, Aux anges. Ouais. ouais, ils doivent être aux anges. Donc forcément, ça aide. Maintenant. Rappelez-vous quand même comment on nous a mis en place le personnage de Thanos sur plusieurs films. Mhm. Ça a été un setup qui a été très long, qui a été
assez imposant. Là, en fait, visiblement, Avengers 5, c'est le film de Doom, puisqu'on sait qui est le méchant des 4 Fantastiques, c'est Galactus. Mhm. Donc, on m'aurait dit, à la rigueur, c'est pas grave, c'est Doom dans les 4 Fantastiques, bon, bah, tu te dis, bon, ça fait 2 films pour mettre en place Doctor Doom, c'est déjà plus cohérent. Mais là, en fait, tu remplaces un méchant qui était prévu par un autre méchant, mais que tu n'as jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Et là, tu te dis, il va Et falloir être très fort. très fort, et le film sort dans 2 ans. Hein. Ouais. Donc là, C'est ça veut ultra dire qu'ils rapide. Hein. ils vont pas tarder à commencer à tourner, du coup. Ça Ça veut veut dire. dire qu'ils ont un scénar, etc. C'est que ouais, non, c'est assez ouf. Ils vont sûrement Mmh. tourner back to back avec Avengers, Ouais. Secret Wars, Mmh. qui est ultra lié à Doom, donc Bien sûr. t'as pas trop le choix. Fantastic Four qui est en tournage actuellement. Mmh. Fantastic Four qui sera présent, les Fantastic Four, les nouveaux Fantastic Four dont on parlera après, Mmh. seront présents dans Doomsday et Mmh. dans Secret Wars. Enfin, voilà, il y a tout un truc qui se met en place. Très bien, c'est cool, parce que d'un côté, moi, ça Pourquoi pas? m'excite Non, beaucoup mais ils ont un plus plan. que... C'est bien. Ils ont un plan. Et tant mieux. Est-ce que le plan est solide? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont un plan. C'est un peu plus rassurant que juste balancer des trucs à la volée comme ça de temps en temps et on sait Oui, et pas où on puis va. Quoi. balancer des trucs et voir si ça colle, tu vois. C'est ça, c'est ce Voilà. qu'ils ont fait depuis 4-5 ans, et on Après voit bien Endgame, que et ça ça marche marche pas, plus. quoi. Non, non. Il y a Franck dans le chat qui demande est-ce que ce sera lié à son personnage de Tony Stark. A priori, Kevin Feige a dit que non, ils veulent pas invalider le final qu'ils avaient mis en place dans Endgame. Encore une fois, quelle est la Regarde valeur qu'on peut Wolverine, donner Wolverine dans Logan, Voilà, ils c'est ont ça. complètement invalidé la Quelle est mort la de Logan. valeur qu'on peut donner à la parole de Kevin Feige à ce sujet Aucune. On ne Non, sait mais pas. quand tu vois Logan, c'était super. Mmh, Et Wolverine revient, tu fais ah oui, mais en fait on se rappellera toujours qu'il y a eu Logan, mais c'est plus la fin de Logan, c'est quoi. ça. Donc voilà. Exactement. Donc voilà pour Robert Downey Jr. Donc la news connext évidemment c'est les frères Russo, mais en fait on en parlait la semaine dernière en rumeur, et donc on a déjà traité le sujet. La vraie information à ce sujet cependant, c'est évidemment c'est un nouveau titre hein, pour Avengers 5, c'est plus Kang Dynasty, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Doomsday, et Avengers 6 par contre c'est toujours Avengers Secret Wars. Ouais. Autre information, c'est les dates, hein, c'est mai 2026 et mai 2027 pour les 2 films, et on imagine que ce sera probablement structuré à la Infinity War Endgame, que les 2 films Ouais. seront très liés, ça paraît assez logique. Est-ce qu'on Je parle un réponds petit... juste à Franck Vas-y. rapidement sur le fait il demande ça va être très bizarre alors de voir le même Oui. visage mais dans un rôle différent. En fait, dans les comics, il y a énormément de storylines différentes aussi et apparemment il y en a une que j'ai jamais lue dans laquelle il y a un variant de Tony Mm. Stark qui devient Doom ou l'inverse. Je crois que c'est peut-être Doom qui devient Tony Stark, je sais Mm. plus. Et donc en fait c'est un variant. Certes, ce sera le même acteur, ce sera le même Ouais. visage, mais en fait il aura vécu sur une autre terre. Donc je crois que la terre dans le MCU c'est la terre 616 ou un truc comme Oui. ça. Et ensuite voilà ils peuvent aller sur plein d'autres terres. Et donc, dans cette terre-là, il y aura sûrement ce fameux Doom qui s'est présenté au Comic-Con, joué par Downey Jr. La facilité, ce serait tomber dans le... En fait, je suis pas vraiment mort et je vais me faire passer pour Tony Stark, genre au début du film, pour ensuite, tu vois, gagner, je sais pas, le cœur de Pepper Potts et puis faire n'importe quoi, je sais pas. Mais voilà, ce serait un peu facile, quoi. Faut pas tomber là-dedans. Ouais. Mais, ouais. Voilà, c'est maintenant, c'est bon, ils ont leur plan. Maintenant, il faut juste faire en sorte qu'on y croit. Et c'est une fois que le film sera là, et Ouais. c'est juste ça le piège, quoi. C'est ça a l'air d'être une bonne idée. Maintenant, il faut la concrétiser, quoi. C'est ça. Donc, est-ce qu'on répond à la question, est-ce que c'est la pire idée de Marvel ou pas? Pour l'instant, sur le papier, oui, parce que je vois pas bien l'intérêt d'avoir, je le dis, casté Downey Junior dans ce truc-là. Ça se trouve, dans 2 ans, je ferai ah, c'est rigolo, ils ont réussi à en faire quelque chose de très sympa. Bien Sur le sûr. papier, maintenant, là, en 2024, je fais c'est sympa parce que c'est Downey Junior et c'est cool, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et j'aurais bien aimé. Il y en a qui disaient sur internet un Mads Mikkelsen, par exemple, un autre type derrière le masque, tu vois, un peu plus. Ouais. Ça aurait été cool. En fait, si tu veux, moi, je te rejoins complètement. Quand tu dis que c'est un choix fait pour apaiser les actionnaires. Parce que en soi, le public, il se serait tout à fait accommodé du fait que ce soit un autre acteur. Bien sûr.
Parce que là, Bien ils sûr. disent, oui, non, mais il faut que ça soit le meilleur acteur du monde. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des pigeons, quoi. Ouais, stop, Tu quoi. sais très bien que tu peux Il y a peut-être d'autres mecs caster à faire un bosser, quoi. excellent Ouais, acteur pour faire Doctor Doom, sans avoir un rappelé de Robert Downey Jr. bien sûr. Maintenant, en fait, si ça se trouve, celui qui fait la bonne opération dans cette histoire, de toute façon, c'est Robert Downey Jr. Parce que en plus, il va être intéressé sur le box-office d'Avengers 5 et 6 très probablement, comme il l'avait été sur les autres. Et c'était d'ailleurs, il avait empossé un pactole avec Infinity War et Endgame. Je crois d'ailleurs que c'est le seul à avoir été intéressé sur ces trucs-là. Et du coup, oui, bah lui, il se met bien. Hein. Il va Bien avoir une sûr. joyeuse retraite, Monsieur Downey. Mais donc Après, très cool pour lui. il y a un truc, ou alors ils nous prennent justement un revers, ils font un truc super et c'est une fausse annonce. Tu crois? Bah non, je pense pas, mais Ah, ça serait chaud. c'est pas lui le vrai méchant. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera peut-être un variant Ah. dans le film de Doom, et en fait, le vrai Doom, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Un peu comme ils avaient fait dans Iron Man 3 Voilà. Et avec si le Pop mandarin. News existe encore dans 2 ans, je veux que vous nous ressortiez ce clip. Parce que On espère. si c'est vraiment ça, ce serait incroyable. Ce serait très bien. Ça et quoi d'autre Ouais, non, parce qu'en fait, ils peuvent partir sur plein de choses différentes en faisant ça. Et oui, non, ça me fait penser à ça parce que je sais pas si tu as vu récemment, Ryan Reynolds a expliqué l'idée qu'il avait, qui était une vraie idée Hmm. de marketing et de sortie de Deadpool 3, que je trouve brillante. En fait, s'ils voulaient faire un film, donc tourner Deadpool 3 comme ils l'ont fait, Mhm. mais au moment de la sortie, ne pas annoncer Deadpool 3, de sortir un faux film qui s'appelle Alpha Cop, qui en fait et je sais plus ce que c'est genre 50% flics, je sais plus quoi, enfin, c'est vraiment des trucs nuls à chier, tu vois. Et en fait de faire 10 minutes d'Alpha Cop qui était un film nul, et au bout de 10 minutes Deadpool 3 se lance. Mais Mais non. c'est du génie, mais il dit on l'a pas fait parce que ça allait intéresser que 10 pélos aux États-Unis et personne serait allé le voir. Et pour Mais lancer le bouche à oreille, ça aurait été chaud. ça aurait été mais genre ma boule en Hein. fait, Ouais. et je trouve ça génial, donc pourquoi pas. Ils avaient validé l'idée, hein. Ah Marvel ouais? avait validé l'idée, ouais. Mais non. Mais après, ils sont revenus dessus. Mais parce ils se Incroyable. sont dit c'est trop risqué. Donc pourquoi pas, même scénaristiquement, tu vas tenter des trucs un peu fous, tu vois, en mode on annonce une star qui va être là, qui va faire des trucs. Ça se trouve, c'est pas forcément elle qui va jouer le Doom Pourquoi pas? Hein. principal, tu vois. Ça se trouve, ce Pourquoi sera pas? pas Hein. le Docteur Doom principal. Ok. Eh bien, on verra ça dans 2 ans, de toute façon, puisque ça Ouais, sort en mai 2026, quoi qu'il arrive. on a le temps. Parlons un petit peu des 4 Fantastiques, puisqu'il y a eu un petit peu des informations qui ont été données durant la Comic-Con au sujet de ce film. On a désormais son titre officiel, c'est les 4 Fantastiques First Steps, donc Ouais, les premiers pas. Les premières années, presque, comme on peut dire. C'est confirmé que c'est dans les années 60, ouais. et que ça sera dans un style Rétro-futuriste un peu. Ouais, exactement excuse-moi. Ouais. rétro-futuriste, et que le méchant, ça sera Galactus. Voilà, Galactus, grosso modo. Galactus, hein, le vrai Galactus, Mm. pas le nuage qu'on avait eu dans les 4 Fantastiques de 2005. Là, c'est Mm. vraiment le Galactus céleste avec sa tête de Galactus, quoi. Mm. Donc, je sais pas si tu te rappelles Pourquoi du pas? film des 4 Fantastiques où c'était un nuage Oui, moche. oui, je me souviens, Dans je le me ciel. souviens. ne remue pas le couteau dans la plaie, Il y s'il te avait plaît. Jessica Alba, Thomas. Oui, mais Attention. Ah, quelque part, voilà, ça va mieux là. malgré tout, ça ne suffit pas. Merde, j'aurais tenté. J'aurais tenté. Mais tout ça pour dire que voilà, ils ont l'air d'avoir une vision sur ces 4 fantastiques. Il y a eu un petit bout d'image qui a été balancé, où on les voit un petit peu dans ce qui semble être comment on dirait, une bobine de nouvelles en fait, hein, de news des années 60. Et donc on voit Mister Fantastic qui est en train de parler à des élèves qui ont l'air très ennuyés. Voilà, on les voit dans la Fantastica, on voit The Thing qui a l'air d'être dans comment dire, une émission de dating. Donc Ouais. bon, ils ont l'air d'être très connus. Ils ont l'air d'être voilà, les 4 fantastiques, pas Origins. C'est les 4 fantastiques installés en tant que super-héros aux États-Unis. Donc Pas voilà, forcément on en va voir. super-héros. Si, tu crois?
Bah, en tout cas, ils l'appellent Mister Fantastic, ils l'appellent The Ouais. Thing. Donc, alors après, ils disent aussi qu'ils sont en train de voler dans la Fantastica, donc j'imagine qu'ils sont connus en tant que super-héros. Mais je peux Oui, c'est peut-être vrai. me Ouais, tromper. ouais, ça. Vous Bah, savez ça qu'on c'est n'a pas vu après les dans le film. Oui, images, donc bien sûr. Ouais. forcément, c'est toujours Parce qu'après, ils difficile parlent d'aller dans l'espace, ils parlent justement, ils font une Mm. mission dans l'espace, et etc. Donc à voir Mm. quoi. Peut-être on aura sûrement quand même l'origin story des Oui, 4 Fantastiques un petit peu ça quoi. paraît évident. Mais Mais en tout ouais. cas, les images qui ont été montrées aux fans, c'était plutôt des images de eux dans leur persona de Ouais, super-héros, bah il y a plus ça. que voilà. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des images aussi, on voit Ouais. Ben, enfin Ben la chose, Mm. qui est en humain et qui sont en fait autour d'une table dans une cantine, un peu comme s'ils étaient à la NASA. Et en fait, ils Ok. sont tous en comment, pas en costume En combinaison. en combinaison, merci, avant de partir justement en mission, sûrement. Et Mm. donc ça doit être le début du film, ça. Mais donc on aura une petite origin story, ce qui est pas plus mal quand même parce que ça fait longtemps que les premiers sont sortis et même cette merde de reboot Mais de je 2015. pense qu'ils Ouais. sont un peu obligés de toute façon, parce que c'est l'introduction de ces personnages-là dans le MCU. Donc Oui. tu peux pas faire l'économie de leur origin story, à mon avis. Ah, bah, il l'avait fait avec Spider-Man, hein. Ils l'ont fait avec Spider-Man, mais Spider-Man, on l'avait déjà eu 2 fois en Deux 10 fois. ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon. C'est vrai, c'est vrai. Donc Et voilà pour rappelle les qui 4 sont les fantastiques. 4 fantastiques, quand même. Oui, les 4 fantastiques. Pedro Pascal en Reed Richards, a.k.a. Mr. Fantastic. Vanessa Kirby en Susan Storm, a.k.a. la femme invisible. Joseph Quinn en Johnny Storm, a.k.a. la torche humaine. Et enfin, Ebon Moss Backrack, qui est du coup que vous connaissez pour son rôle dans The Bear, le fameux cousin, qui joue Ben Green, a.k.a. la chose. Voilà pour les 4 fantastiques. Je crois pas qu'ils aient confirmé. Si, ils ont confirmé Ralph Ineson en Galactus et Julia Garner en Silver Surfer. Ça, je me souviens qu'on en avait parlé Ouais. il y a quelques semaines déjà. Yes. Voilà pour les 4 fantastiques. Et on va passer très rapidement sur les Thunderbolts parce que Oui, je oui. pense que tout le monde s'en tape. On s'en fout. Et très Oui, bon. franchement, nous aussi. On fait ça en 2 secondes. En gros, Ouais. c'est la Suicide Squad de Marvel qui débarque avec Julia Louis-Dreyfus, qui est la chef de cette bande-là. On retrouvera David Harbour, Florence David Pugh, Harbour. Donc Yelena, je sais plus comment. Yelena Belova et Red Guardian. Voilà. C'est plus facile parce que T'as le truc sous les yeux, ouais. l'article sous les yeux. Moi, je le fais de tête, hein. Voilà. Ouais. Et surtout, le Winter Soldier. Donc, Bucky Sebastian Barnes, Stan. Bucky Barnes. Stan, bien sûr. Et c'est peut-être les seuls qui me chauffent. Et US voilà. Agent qu'on avait vu dans Oui. Captain America et Winter Soldier, qui est joué par Wyatt Russell. Le fils de Kurt Russell, tout à fait. Qui sont tous les deux d'ailleurs dans la série Monarch. Voilà. Bon. Oui. C'est Bon, pas très excitant. Je Non. réserve évidemment mon avis au moment où ils balanceront une bande-annonce pour tout le monde. Mhm. Une bande-annonce a été dévoilée durant la Comic-Con. J'attends de voir, très franchement. pareil. Mais pour l'instant, c'est évidemment pas le projet qui m'excite le plus. Du Moi côté non plus. de Marvel. Et on termine par un dernier, c'est Captain America 4, Brave Ouais. New World. On a eu la bande-annonce là il y a quelques semaines, ça a Oui. été un peu plus dévoilé au Comic-Con, rien de bien plus intéressant. On sait juste que Giancarlo Esposito de Breaking Bad, donc on savait qu'il jouait dedans, mais il fait partie de la Serpent Society, donc ce serait le grand méchant du truc. Et c'est confirmé, Harrison Ford jouera Hulk, Red Hulk Hulk. rouge. Hulk rouge dans ce film-là. Donc voilà, et qu'il y a de l'adamantium. Pour vous les nerds que ça intéresse, que l'adamantium sera officialisé. Je pensais que l'adamantium est officialisé depuis 1000 ans, mais apparemment ça fait vibrer les nerds. Et donc il y aura de l'adamantium dans ce film-là, et ça va tout changer, attention. Voilà. Eh bien, Bref. écoutez, voilà pour ce sujet sur Marvel Studios, le MCU, comment se porte-t-il à la lumière de cette Comic-Con 2024. Écoutez, des projets intéressants, des projets, on sait pas trop, des projets OSEF, comme d'habitude. On connaît, bien entendu, dans ce qui concerne le MCU. T'enlèves l'annonce d'Ones Junior, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la Il y dent. a rien. Quand même un peu triste, je trouve. Et tu vois que de l'autre côté, par contre, James Gunn, Peter Safran chez DC Studios, c'est marrant, en fait, c'est comme s'ils avaient, ils s'enchaînent et c'est comme s'ils avaient inversé les rôles, tu vois. Que maintenant, c'est DC qui prend son temps. Je suis qu'il y a en tête une inversion des chez les rapports de super-héros. force. On va pas refaire Marvel phase 1, phase 2, ok. Non, je pense que voilà, il y a vraiment un truc où ça a changé. Il nous faut un cap clair. Et DC l'a bien compris. Il nous faut un Captain America clair, ok. Et ouais, on l'a perdu. Votez Cap. Donc voilà, bref.
pas foufou. Voilà pour Marvel. Évidemment, dans les commentaires, si vous êtes sur YouTube ou sur Dailymotion, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, quels sont vos avis sur ce qui a été annoncé à la Comic-Con concernant Marvel Studios, et si vous avez des annonces qui vous ont plutôt botté durant cette Comic-Con, on a hâte de vous lire, bien entendu. Mais pour l'heure, c'est l'heure du radar des sorties que je n'ai pas du tout organisé. Bravo. Grave. On va le faire à la one again, c'est pas grave. En jeu vidéo, du coup. C'est pas du tout comme ça que je commence, mais c'est pas grave. Vous avez World of Good 2 qui sort le 2 août. C'est la suite du jeu vidéo indé de 2008. C'est un jeu de réflexion puzzle où on doit attacher des boules de glu entre elles, et qu'elles ont toutes des diverses propriétés pour les faire parcourir un niveau. C'était plutôt très incroyable objectif jeu. En 2008. J'adore ce jeu. Je suis très heureux de voir enfin une suite 16 ans plus tard. C'est les mêmes développeurs qui sont associés avec d'autres développeurs pour faire cette suite, et ça sort sur Switch et sur PC le 2 août, donc c'est sur Switch, c'est parfait. Sur Switch, c'est une très bonne idée, je pense. Au cinéma, en salle, vous allez avoir Garfield, Héros malgré lui, avec Chris Pratt en VO et Kian Kojandi en VF. Ce sera VF pour moi, du coup, si jamais j'y vais. Le pitch, c'est Garfield, le célèbre chat d'intérieur, amateur de lasagne et qui déteste les lundis, est sur le point d'être embarqué dans une folle aventure. Après avoir retrouvé son père disparu, Vic, un chat des rues mal peigné, Garfield et son ami le chien Audi sont forcés de quitter leur vie faite de confort pour aider Vic à accomplir un cambriolage aussi risqué qu'il la rend. Voilà pour Garfield. C'est un reboot de Garfield. C'est un reboot. Oui, j'espère qu'ils vont faire l'origin story, parce que sinon... le reboot du Garfield Cinematic Universe. Et d'ailleurs, ton chat est vraiment le sosie de Garfield. Hein. Je le dis pour les gens. C'est vrai que Natsu, c'est complètement Garfield, effectivement. C'est ouf, quoi. Même tête de j'aime pas le lundi, quoi. Donc ça, c'est en salle, du coup, le 31 juillet. En salle, le 31 juillet également, vous avez Maxine de Ty West avec Mia Goth et Elizabeth Debicki. Los Angeles dans les années 80. Star de film pour adultes et aspirante actrice, Maxine Minx décroche enfin le rôle de ses rêves, mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets de Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. Un film plus ou moins horreur, plus ou moins thriller. J'ai toujours pas vu Pearl, X machin et tout avec Mia Goth. En fait, ça me fait chier parce que tout le monde le survend, ces histoires là, et c'est sûrement très bien. T'as peur d'être déçu? Non, j'ai peur qu'elle m'énerve. Elle m'énerve de loin. J'ai pas envie de regarder un film avec elle. Ouais, je sais pas comment le dire, mais Mia Goth là, au gosse, je sais pas, elle me fait chier. Sa gueule me fait un peu chier. Et achète-toi des sourcils. Mais voilà, c'est tout ce que je dirais. La violence. Je sais pas. Il y a des trucs, tu vois, tu sens que c'est un peu genre, genre, tu vois, c'est génial comme film, elle est trop bien et tout. Tu fais, pourquoi plus, mais bon, bref. Voilà. Franck, mais c'était très violent, désolé. Oui, c'est survendu, croyez-moi. Ah voilà, merci. Voilà. J'ai un peu l'impression, quoi. Mais je vous propose également en salle le 31 juillet Largo Winch, le prix de l'argent, avec Tomer Sisley et James Franco. Oui, puisqu'en France on aime bien décancel les gens. Voici donc James Franco qui arrive dans cette suite de Largo Winch. Le pitch, c'est: depuis l'enlèvement brutal de son fils Noom, Largo Winch fait l'objet d'une impitoyable machination cherchant à l'anéantir et à détruire le groupe W. Pour faire éclater la vérité et retrouver son fils, Largo se lance dans une traque sans relâche, des forêts canadiennes en passant par Bangkok, jusque dans les profondeurs des mines birmanes. Il ne sait pas encore qu'il devra faire face aux démons du passé. Oh là là, il y a toutes les tartes à la crème, tu sais, des pitchs de cinéma là-dedans. Ensuite, je vous propose en streaming Batman Caped Crusader le 1er août sur Prime Video. C'est une série animée produite par Bruce Timm et Ed Brubaker. Cette nouvelle adaptation promet de plonger les fans dans une Gotham City des années 40, mêlant le mystère sombre et la nostalgie rétro. Ça a l'air super. Les premières critiques sont sorties, il a 100% sur Rotten Tomatoes avec 12-15. De voir ça. Regardez la bande-annonce, c'est superbe déjà niveau animation, ça a l'air très 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 bien. Ouais. Et Bruce Timm qui revient, Bruce Timm c'est Batman, c'est Batman The Animated Series, donc de France 3 pour les plus vieux, rappelez-vous, le matin, quand on prenait le petit-déj. J'ai hâte de voir ça, c'est donc ce jeudi, le 1er août, sur Prime. Je vous propose en jeu vidéo la réédition de Star Wars Bounty Hunter, qui est originellement sorti sur GameCube et sur PS2,
il y a longtemps. Moult temps, ouais. Et ça ressort le 1er août sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC pour le prix de 20€. C'est un peu cher, je trouve. On y joue Django Fett pour les gens qui connaîtraient pas, et on doit obtenir des primes sur des criminels morts ou vifs. Alors j'ai un bon souvenir de ce jeu à l'époque, parce que j'y avais joué sur GameCube, mais je pense que ça a mal vieilli malgré tout. Donc, oui, je pense aussi. À voir. Ouais. Et dernière chose que je vous ai sélectionné, le foutage de gueule en streaming sur Netflix, les Director's Cut de Rebel Moon qui sortent sur Netflix le 2 août prochain pour les ultra fans de Zack Snyder, bien entendu, ou les gens qui sont de façon irrépressible curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette Director's Cut, enfin de ces 2 Director's Cut. Je ne me les infligerai pas, pour être très honnête. Mais bon, voilà pour moi non plus. le radar des sorties. On va terminer cette émission avec les recos. Adrien, tu veux nous parler notamment de Deadpool et Wolverine. On commence par ça peut-être. Hein. Ouais, on commence par Deadpool et Wolverine qui est sorti la semaine dernière en France et aux États-Unis, qui fait déjà un carton. J'en ai parlé dans mon point box-office. Deadpool et Wolverine. Donc déjà, je ne vais pas spoiler pendant ma critique. C'est important. Merci. Parce que de rien, évidemment. Toi, tu vas le voir bientôt. Mais ouais. Comment résumer Deadpool et Wolverine en gros, c'est Deadpool qui débarque dans le MCU pour la première fois suite au rachat de la Fox par Disney. C'est extrêmement important parce que c'est rabâché quasiment pendant l'intégralité du métrage que Deadpool faisait partie de la Fox, que Wolverine faisait partie de la Fox, que ce sont un peu des anciens, etc. Donc, en fait, le film tourne un peu autour de ça en grande partie sur le côté. On est un peu les nouvelles recrues. Il y en a certains d'entre nous qu'on a oubliés. C'est un peu dommage qu'on les ait oubliés. Clin d'œil, ce qu'on n'apparaîtrait pas en caméo, par exemple, dans le film. Je vais pas donner les caméos, évidemment. Il y a des caméos savoureux. J'aime bien dire le mot savoureux parce que j'ai l'impression qu'il faut dire savoureux après un caméo. Il y a des caméos savoureux. En fait, c'est ça, le film est intéressant pour ça, c'est parce que c'est ce que je t'ai dit en sortant de la salle. Je t'ai dit, toi et moi, on va adorer parce que chaque semaine, on parle de ça. Et donc, on sait très bien toutes les coulisses de la Fox, de Disney, de tout ce qui se passe du côté, tu vois, des films avortés, des films en enfer de développement, etc., etc. Et Deadpool revient là-dessus. Notamment un qui m'a beaucoup fait marrer, il fait venir un acteur, etc., qui m'a fait rire. Et tu fais, ah mais oui, à l'époque j'en avais parlé, mais même bien avant Pop News, je savais ça. Et les gens font, ah oui, qu'est-ce qu'il fait là lui? Et je fais, ah mais vous savez pas, c'est parce qu'à un moment, potentiellement, il y aurait pu y avoir tel film et tout, quoi. Donc moi je suis mort de rire, je fais, ah c'est rigolo, tu vois, c'est bien. Ça va passer au-dessus de la tête de beaucoup de gens si t'es pas au courant du truc, quoi. C'est des inside jokes, c'est beaucoup pas d'inside que. jokes. Oui, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est un vomi de blagues tout le temps, en fait, Deadpool 3. En fait, il y en a 1 sur 10 qui va marcher, mais en fait, il y en a tellement que donc ça marche. Le ratio est pas si mal. Le ratio, il est bon, en fait, tu vois, il n'y a pas de souci. Enfin, tu vois bien le phrasé de Ryan Reynolds, il arrête jamais de parler tout le temps. Et en plus, là, ça fonctionne bien parce qu'il y a l'opposition avec Wolverine qui est toujours un peu bourru et qui répond que quand il a envie de répondre. Donc, ça fonctionne, quoi. Il y a vraiment ce côté buddy movie, good cop, bad cop, et c'est très bien. Donc là, je parle vraiment que des rêves, du scénario, etc. Là-dessus, en fait, moi, j'ai franchement ri à beaucoup de choses. Il y a des blagues de cul, il y a des blagues de salace, il y a des blagues visuelles, gore, il y a des trucs comme ça fonctionne sur moi parce que je dois être un peu dégénéré, donc ça fonctionne. Et je suis un peu bon public pour ces trucs-là. Même si Deadpool 2, on a été allé voir ensemble il y a longtemps, je n'avais pas spécialement kiffé plus que ça. Non, le 2 était dispensable. Dispensable, mais le 3, je le trouve beaucoup plus fin, entre guillemets, dans la connerie, tu vois. Donc ça marche mieux. Au niveau de la réal, c'est là où ça pêche énormément. C'est comment il s'appelle Sean Levy. Mince. Alors c'est Lévy, on dit apparemment Levy. Oui, c'est vrai, j'ai entendu parler, enfin j'ai entendu dire justement son nom. Donc Sean Levy, qui n'a pas de talent, clairement de réalisateur, hein, il est juste là pour poser sa caméra, c'est pas foufou. Il filme, les combats sont ok, mais t'as pas ce truc dingo, tu vois, où t'es accroché à ton siège, parce que tu vois quand même Wolverine et Deadpool s'affronter. Normalement, tu devrais être un peu plus excité que ça, quoi. Donc là, c'est limite plan-plan et tu vois très bien ce qui va se passer.
Donc c'est vraiment ça manque complètement d'ampleur, je trouve, ce film là-dessus. C'est beaucoup tourné, mais ça je peux le spoiler, dans le void en fait de Loki, parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Mhm. En fait, ils sont vraiment dans ce monde qui est pas sur Terre, en fait, qui est le Mhm. monde voilà où la TVA envoie Loki et Deadpool et Wolverine en fait Mhm. dans le film pour justement faire des trucs. Bon, je vais pas vous spoiler. Donc en fait, c'est très gris, très froid comme truc, et donc ça fait très studio tout de suite. Ouais. Donc c'est un peu dommage, quoi. Mhm. J'ai pas du tout résumé l'histoire, je vous la résume, je sais pas si ça vaut le coup. En gros, C'est... en gros, Deadpool doit sauver son monde et il est chopé par la TVA qui lui donne une mission et c'est de retrouver Wolverine, quoi. Mhm. Et tous les deux vont devoir déjouer un plan mystérieux, etc. Voilà, Ok. pour s'en sortir. C'est extrêmement Ouais. classique. Alors, t'as fait Euh, peur à Lactique en mentionnant Loki. Il se demande du coup, faut être à jour sur Loki pour apprécier le film? Alors, il y a une vanne qui est très drôle dans le film. À un moment, il fait ah, ben oui, c'est comme dans Loki saison 1, épisode 5. Et là, tu fais, tu vois, c'est ce genre de truc. Donc, Ouais. en fait, si t'es à jour, c'est cool. Si t'es pas à jour, bon, c'est pas bien grave, quoi. En fait, tout est là Mhm. expliqué. Ok. Donc, voilà. Dis-toi que la TVS est très bien expliqué. Enfin, très bien. Ce qu'il faut expliquer, il l'explique. Oui. Ils vont pas dans le détail, tu vois. Mhm. Loki est bazardé, malheureusement, je trouve. Pas le personnage, mais tout ce qu'ils ont créé dans la série Loki, en fait, s'en foutent. Ok, ok. Mais c'est pas le but du film non plus, hein. Mhm. Donc voilà, c'est un prétexte en fait, le truc. Et en fait, tu comprends au fur et à mesure que ce film est juste, mais c'est déjà très bien, un hommage Mhm. au film de la 20th Century Fox de Ouais. super-héros. Mhm. Et là-dessus, il remplit complètement le contrat. C'est Mhm. très bien fait. Alors c'est pas émouvant, hein, faut pas déconner, mais c'est touchant parfois, Mhm. et ça rend nostalgique d'une certaine époque. Ouais, ok. Et justement, tu te dis, ah putain, c'est vrai que j'ai grandi avec les X-Men, tu vois, au cinéma, de la Fox, j'ai Mhm. grandi avec, je vais pas spoiler, d'autres persos de la Fox, Mhm. etc. Quoi, et tu fais, ah, c'était cool quand même. Donc Je vois. là-dessus, c'est plutôt bien, et c'est pas pour rien qu'on voyait vraiment le logo 20th Century Fox péter Mhm. sur les images promotionnelles Bah, bien ou sûr. dans la bande-annonce, parce que vraiment, c'est plus ou moins le cœur du film. Après, au-delà de ça, il y a vraiment l'acting aussi de Reynolds et Mhm. de Hugh Jackman qui fonctionne super bien. Le duo est très, 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 très bon. Mhm. Jackman est vraiment, enfin, il y a pas à chier, c'est Wolverine, quoi. Enfin, c'est ouf à quel point, même à 55 ans, il est toujours aussi ouf dans le rôle et dans le costume, et il est plus baraque que jamais. Il est touchant aussi dans le film. Et Reynolds, bah, fait de Reynolds, mais ça lui colle à la peau. Mais quand il est en Deadpool, Mhm. ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc c'est très bien. Je sais pas Ok. si ouais, t'as Bah d'autres. écoute, c'est... Alors, j'ai compris que ça fonctionnait sur le gros du truc d'un point de vue comique. Ouais. Il y avait des types d'humour qui allaient du coup balayer un petit peu les Mhm. différents styles. J'ai un petit doute du coup sur le fait que ça plaira aussi aux gens qui ont moins de connaissances Ça sur plaira pas autant, tout, c'est sûr. voilà. Mais est-ce que tu penses que ça leur plaira quand même aux gens qui n'ont pas tout Oui. ce passif-là Oui, parce qu'il avec y a des blagues. Oui, oui, parce qu'il y a des hmm. blagues en fait juste du film, tu vois, pour le film. Ok, ok, Donc ça passe. ouais. Non, non, bien sûr. Il y a vraiment des trucs où il y a des caméos très, 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 très drôles, où c'est juste pour le film et ça fonctionne très bien. Euh, un autre point négatif peut-être, c'est la méchante. Jouée par Emma Corrin, qui est ok mais qui est pas folle. Hmm. On a Matthew McFadyen de Mhm. Succession qui joue Monsieur Paradox ou juste Paradox de la Hmm. TVA. Et en fait, qui fait quasiment exactement son rôle de Il Tom joue dans Tom. Hmm. Succession. Je pense qu'on l'a ramené pour ça. Oui, Euh, certainement. donc ça marche parce que moi j'adore Tom de Succession, mais c'est pas non plus voilà un rôle de ouf, mais il est très bon parce que c'est un très Hmm. bon acteur. Non, ça plaira aux gens qui n'ont jamais bon, voyez Deadpool 1 avant quand même, enfin c'est mieux. Ouais. Si vous voulez vous faire un avis, voyez Deadpool 1, qui D3 est le meilleur pour moi, Deadpool 1 est très Hmm. très bien. Le 2, que tu l'as dit, est très dispensable. Et le 3, en fait, apporte vraiment un lien entre le MCU Ouais, et le c'est bien. côté Bon, Fox. c'était l'objectif de toute Euh, façon. c'est l'objectif. Est-ce que ça en fait un bon film? En fait, c'est ça, c'est sur plusieurs niveaux parce que en fait, c'est le truc, c'est que c'est un bon film du moment et de son époque. Tu le revois Hmm. dans 2 3 ans, Ouais, je suis pas sûr que ce soit un bon film, tu vois. d'accord, ok. Je revois Deadpool aujourd'hui, le Deadpool 1, je fais OK, ça reste toujours un film Ouais, je drôle vois. Hmm. parce qu'il est ce qu'il est, tu vois. Il a compris que c'était pas juste faire des blagues sur le moment de Hmm. Loki saison 1 épisode 5, de le MCU Endgame, Ouais, c'est pas ouais, ouais. foufou, Hmm. nanana, vous avez vu en ce moment il y a ça. En fait, tu fais gars, en fait, c'est bizarre parce que tu dois être un film qui tient dans le temps. Là, tu tiens, Ouais. tu tiens maintenant.
Et C'est je très sais pas. circonstanciel, quoi. C'est très séquentiel. Il y a des trucs qu'il faut avoir vu. Il faut avoir vu Logan, quand même. Ils en parlent pas mal, évidemment, parce que c'était quand même la dernière apparition de Wolverine à l'écran Hmm, jusqu'à Deadpool 3. bien sûr. Donc Logan, c'est important. Et ouais, je peux faire un petit récap. Voyez Deadpool 1, voyez Logan, voyez... ne vous mangez pas tout ce qui est après Endgame, parce que de toute façon, il bazarde. Et puis, revoyez-vous peut-être les X-Men, les 4 Fantastiques de l'époque, des choses comme ça, des films Fox, quoi. Mais Est-ce que c'est un film, du coup, qui... C'est pas un film où t'as besoin de faire trop tes devoirs pour aller le voir, quoi. si, en fait, c'est ce que je t'ai dit en sortant. Hmm, Moi, les devoirs, je les fais naturellement. c'est Donc, en ça. fait, je fais ça, j'ai. Hmm. J'étais en ah putain, il m'envoie tout à la gueule. Je fais hop, 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 c'est bon. T'étais le même de DiCaprio devant sa télé. Bien sûr, j'ai fait hop, tiens, je fais ça, mais je l'ai. Et Hmm. des fois, je sais que j'étais le seul à faire un. Tu vois, juste parce que ça passe, tu vois, mais en fait, je sentais que la salle n'était pas forcément sur toutes les vannes, tu vois. Ouais, les gens sont pas Euh, toujours très au fait, mais en même temps, et c'est voilà, normal. Ah non, c'est pas mais bien sûr, que c'est bien sûr. normal et heureusement que c'est pas que ça le film, j'espère. Bien sûr, c'est pas que ça le film, c'est beaucoup ça quand même. C'est Hmm. beaucoup ça. Et pour résumer, c'est une lettre d'amour au film de la 20th Century Fox. Ouais. C'est une lettre d'amour à Wolverine. Parce que c'est la première fois qu'on le voit vraiment, je trouve, en Wolverine, costume Oui, bien et ouais, tout, ouais. machin. Pas très bien filmé, mais quand même. Et puis, c'est un peu un coup de pied à Marvel, le MCU, en disant, bon, maintenant, Hmm. arrêtez de prendre le public pour un con, parce qu'en fait, là, je fais un film comme ça et ça fonctionne, donc Ok, voilà. bah, très C'est pas bien. un grand film à enjeu, c'est pas un grand film à narration. La narration, c'est pour dire, Hmm. mais voilà. Est-ce que c'est pas trop forceur quand même? Si, c'est un peu forceur, mais dans le sens où en fait Deadpool est un méga forceur de l'espace tout le temps. Donc en fait, il est toujours en mode, il casse le quatrième mur à H24. Donc C'est le évidemment, style Deadpool de toute façon. c'est le style Deadpool et donc il est extrêmement forceur. Ça peut fonctionner sur toi comme tu vois sur moi Hmm. parce que on aime ce genre de van, on aime ce genre Hmm. d'inside, on aime ce genre de petits trucs de Hmm. référence que seules certaines personnes peuvent capter. Et forceur peut-être un peu trop dans le sens où c'est pas qu'il faut avoir fait ses devoirs, mais, mais c'est le film le plus méta du MCU et c'est le film le plus méta de la franchise Deadpool, en fait, c'est sûr et Hmm. certain. En fait, en y repensant, j'ai rarement vu un truc aussi méta au cinéma. À Ouais, la télévision, j'en ai vu. Genre, en fait, tu sens que c'est l'inspire Rick and Morty, c'est l'inspire, ouais, tu vois, très. Rick and Morty, c'est 3000 à l'heure hein, à chaque fois. Et oui, oui, même oui. moi, il y a des trucs qui me passent au-dessus et pourtant, je suis très, très client, quoi. Ouais. Deadpool, c'est ça. C'est, Ok. on n'a pas le time, je vais te faire des références. Hmm. Et donc, force ça dans le sens où bah, tu sautes du train peut-être à un moment, Ouais. mais il va te ramener dedans, hein, Ouais, ouais. mais ça va vite, ouais. Mais c'est Ok. extrêmement méta. Et je réfléchis, ouais, j'ai pas vu d'autres films très méta, enfin à ce point-là, quoi. Ouais, ouais, bah en même temps, c'est tout à fait Deadpool, c'est tout Donc, à fait Ryan Reynolds, c'est ça. Donc, si t'aimes pas le Marvel, de base, t'aimeras pas. Si t'aimes pas Marvel depuis Endgame, ça te fera marrer parce qu'il critique hmm. Endgame depuis Endgame. Si t'es pas client de l'humour, justement, second degré, troisième degré, millième degré, Ouais, t'aimeras pas, etc., etc. Mais bon, après, chacun ses goûts, et voilà. ça marche. Très bien. De toute façon, les gens n'ont pas spécialement besoin de notre avis pour aller voir le film, Si. mais c'est très cool d'avoir ton son de cloche. Et moi, j'y vais ce week-end, donc je vais voir ça avec intérêt, bien entendu. Carrément, Tu nous fais ta carrément, carrément. deuxième reco? Ouais, alors ma deuxième reco, qui sera un tout petit peu plus courte, c'est le ministère de la sale guerre. En anglais, c'est The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ouais, je sais, Oh, tu t'en es mieux Je débrouillé que travaillais. moi la semaine Je dernière. travaillais. Hmm. J'ai bossé, mon vieux. Qui est réalisé par Guy Ritchie. Guy Ritchie, évidemment, Snatch, qui a fait Robin des Bois aussi, je crois, qui a fait plein de films. Il a fait The Gentleman récemment, enfin, il y a quelques années. Et donc là, qui revient avec ce film spécialement fait pour Amazon. En tout cas, il a été diffusé que sur Amazon. Il arrive un peu plus tard chez nous. Ça fait quelques mois qu'il est déjà dispo aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il est arrivé cette semaine, enfin, la semaine dernière, alors on enregistre sur Prime Video. C'est l'histoire en fait vraie d'un commando pendant la Seconde Guerre mondiale qui avait pour mission de couler des U-boats allemands pour le compte de Churchill, sans que Hmm. Churchill ne soit au courant, même si évidemment il est très au courant et il sait que ça se fait, voilà, Hmm. sans qu'il le valide vraiment officiellement. En gros, c'est l'origine des Black Ops. Ils le disent d'ailleurs à la fin, plus ou moins. C'est un peu Ouais. comme si c'était les premiers Black Ops de l'histoire. Mhm. C'est une grosse comédie, hein.
Alors, je précise, c'est une énorme grosse Ok, comédie ouais. portée par C'est Henry pas un film Cavill. historique, en fait. Pas du tout. Alors, techniquement, si, parce que ces personnages-là ont Oui, existé. bien sûr. Ils sont inspirés de vrais personnages. D'ailleurs, il y a Ian Fleming. Il y a un Mm. acteur qui joue Ian Fleming dans l'histoire. Et Ian Fleming, en fait, se serait inspiré du personnage joué par Henry Cavill, qui est un gros, on va dire, commando béret vert, quoi, Ouais. pour James Bond, en fait. Voilà, parce qu'il l'a côtoyé à cette époque-là. J'ai perdu le nom, hein, j'ai perdu le nom du type, du vrai type, hein, mais bref, voilà. Donc l'histoire de ce commando, en fait, porté par Henry Cavill. On a aussi j'ai perdu son nom, qui joue dans Reacher, le mec Ah ultra oui, baraque, oui, oui, j'ai oublié son nom. Alan Richardson, Ouais. dur à dire, et Esa Gonzalez aussi qu'on avait vu dans Baby Driver. On a l'acteur de Inglourious Bastards. Merde, j'ai perdu les noms. Faut que tu m'aides un peu. Je suis désolé pendant que je parle parce que Est-ce sinon. bien la peine de Alex Pettyfer Il y a peut-être? Alex Pettyfer aussi. Non, l'acteur allemand qui joue dans Inglourious Bastards, qui était Til super. Schweiger? Ouais, Til Schweiger, voilà. Til Schweiger qui fait le méchant allemand, le méchant nazi. Bref, voilà. Donc, un gros casting quand même. Il y a vraiment Ouais. un bon casting de personnages de têtes connues. Tous ont plus ou moins un rôle marrant. Donc, Mm. comme Henry Cavill, lui, c'est le leader qui tue ultra facilement, ils tuent tous ultra facilement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont aucune difficulté, ils rentrent dans les camps, ils font n'importe quoi et ça marche. En fait, ils se regardent, ils font ah salut, ça va, t'es là et tout. Mais c'est décomplexé au possible. Et Ok. en fait, ils se marrent en tuant des nazis, quoi. Genre, il y a une scène à un moment, il y a deux de ses potes à Cavill qui sont cachés parce qu'ils sont en train de planter une bombe. Et Henri Cavill, il fait papier, s'il vous plaît. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et tu fais, ok, d'accord, on est dans ce genre de film. C'est très, très décomplexé. Mais c'est cool. Et ça ressemble, oui, Mm. voilà, à un autre film de Guy Ritchie qui était The Man from Uncle, avec Henry Oui. Cavill aussi, Mm. qui était ultra drôle et ultra cool parce que ça se prenait pas au sérieux. Et en fait, il revient vraiment à ce genre de film-là, Guy Ritchie. Ça fonctionne très 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 bien rythmé, très bien dosé niveau violence, niveau chorégraphie, niveau tu vois baston. Ça fonctionne super bien. Ça ressemble vraiment en fait à du Inglourious Bastards, mais totalement Ouais. con et débilos, quoi. Mhm. Et voilà, j'ai pas plus à dire. En fait, vous allez passer un très bon moment en posant votre cerveau et ça fonctionne super bien, quoi. Bah, let's go. Voilà. Ouais, Impeccable. carrément. Superbe. Donc c'est sur Prime, hein, comme je vous le disais C'est la sur semaine Prime, ouais. dernière, Tout à fait. dans le radar des sorties. Et moi, après toutes ces recos visuels, voici une reco de lecture. Une reco de lecture parce que je me suis penché en fait sur le cas de la nouvelle série spin-off de Game of Thrones qui s'appelle The Hedge Knight et qui est prévue pour 2025 et qui est basée sur une série de nouvelles qui est publié en France dans un recueil qui s'appelle Chronique du Chevalier Errant. Et j'ai lu la première de ces nouvelles durant mes petites vacances qui ont duré 5 jours la semaine dernière. Et c'est très bien. Ouais, c'est bien. C'est très chouette. Alors, ce n'est pas comme Feu et Sang, c'est du vrai écrit romanesque avec ce que pensent les personnages, ce que disent les personnages, des descriptions de ce qui se passe, etc., de ce qu'on voit. La première nouvelle fait à peu près 150 pages, un truc comme ça, donc Ok. ça se lit assez vite. Et le concept, en fait, c'est qu'on va suivre... Alors, ça se situe 80 ans après le début de la Danse des Dragons, donc ça se situe entre House of the Dragon et Game of Thrones, et donc à peu près 80 ans aussi, enfin à peu près 100 ans avant les événements de Game of Thrones, et on suit l'histoire d'un chevalier errant qui s'appelle Duncan, et qui va essayer de participer à un tournoi de chevalerie Ok. qui a lieu pour fêter quelque chose, et en fait... lui, étant un chevalier errant qui a pas beaucoup d'argent, va essayer de trouver les ressources pour entrer en lice, et en fait on se rend compte qu'il y a tout le gratin de Westeros qui débarque à ce grand tournoi, et donc il va se passer des petites intrigues, des trucs comme ça, tu vois, et c'est assez intéressant parce que en plus de ça, en plus de Duncan, donc qui est une espèce de grande perche, un mec super super grand, un peu dégingandé, on va lui foutre dans les pattes un gamin qui a 9 ans, et qui est très Ok. effronté, qui a le crâne rasé et qu'on appelle l'œuf.
Et c'est donc ça va être un petit peu cette histoire de cette relation un petit peu naissante dans cette première nouvelle, et le destin aussi de ce chevalier durant ce tournoi. Donc c'est bien écrit, c'est du George R.R. Martin, c'est bien traduit aussi, ça se lit assez vite, et il sait aussi trouver les petits rebondissements qui vont te donner envie de continuer à lire, et ça fait plaisir, quoi. Donc moi j'ai vraiment apprécié, et je poursuis du coup avec la deuxième nouvelle un petit peu plus tard. La première nouvelle s'appelle Le Chevalier Errant, et la suivante c'est L'Épée Lige, et la dernière s'appelle L'œuf de dragon. Et au total le recueil fait 450 pages à peu près. Ah ok. Et donc du coup, pour rappel, la série spin-off The Hedge Knight, c'est une saison égale une nouvelle. On sait que la première saison ça durera 6 épisodes, et voilà. Donc tu vois bien ça en série ou pas? Ça, ouais, je le vois bien. Alors, on avait vu, du coup, dans le premier épisode de House of Dragon que, un tournoi, ça pouvait être assez visuel quand même, hein. Ça pouvait rendre vraiment pas mal. Donc, je me dis qu'il y a des choses à faire. Alors, je pense que ça va être un peu comme House of Dragon saison 2, c'est-à-dire que ça va être assez lent à se mettre en place au début, mais que ça va valoir le coup sur la fin, par contre. Ah. Donc, j'espère. Moi, je regarderai que la fin. J'espère. Donc voilà, petite reco, du coup, le recueil est disponible aux éditions Pygmalion et aux éditions J'ai lu en poche, si vous voulez. Et à combien à peu près? Moi, le poche, je l'ai eu pour 8,50 €, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. Okay. Hein. Ouais. Et donc, du coup, c'est disponible aux éditions J'ai lu, je le disais, et c'est Chronique du Chevalier Errant par George R.R. Martin. Ça marche. Voilà pour les recos. Et je pense que après un long épisode 58, on va pouvoir fermer la porte de ce podcast et se dire à la semaine prochaine, bien entendu, pour un nouveau récap, et le dernier récap de cette saison de l'actualité pop culturelle. On est fatigué, hein, on est crevé, on a besoin de repos, et on se donnera rendez-vous évidemment pour la rentrée, mais n'hésitez pas à venir pour la dernière en podcast à 20h30 sur Twitch et sur YouTube pour qu'on discute un petit peu de tout ça, et puis ce sera aussi l'occasion de faire le bilan de la saison 2 de House of Dragon tous ensemble. Voilà pour ça, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, salut tout le monde. Salut à tous. Ciao.